Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. À présent, les titres. 167 écoles viennent d'être fermées au Tchad sur décision gouvernementale pour non-respect des règles en vigueur. Une situation particulièrement délicate pour les parents d'élèves en ce début de rentrée scolaire. Plus de 3 millions de kits et manuels scolaires seront distribués en Côte d'Ivoire pour la rentrée scolaire 2019-2020. Le coup d'envoi de l'opération a été donné ce jeudi 12 septembre 2019 à Bingerville par la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale. Dans le dossier entrepreneuriat de ce journal, nous irons à la rencontre de ces vendeurs de chaussures de second choix. À Abidjan, peut-être trouverons-nous des paires à nos pointures. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. En Côte d'Ivoire, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a procédé ce jeudi 12 septembre à Bingerville au lancement officiel de la campagne de distribution de kits et manuels scolaires dans le cadre de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020. Selon la ministre, ce sont plus de 3 millions de kits et manuels scolaires qui seront distribués partout en Côte d'Ivoire pour un coût total de 10 milliards de francs CFA. On regarde. Groupe scolaire Gbagba Sud, commune de Bingerville. C'est le démarrage de la distribution de kits et manuels scolaires. 10 milliards de francs CFA pour 3 257 650 kits et manuels scolaires qui seront distribués dans les établissements publics du pays. Un soulagement selon les parents d'élèves. Nous voyons que la plupart des parents ont vraiment des problèmes pour faire face aux dépenses scolaires. C'est une joie de savoir que le gouvernement fait les efforts pour que tous les enfants soient logés à la même enseigne. Satisfaction aussi pour les élèves, heureux bénéficiaires du jour. Nous disons merci à la ministre. Nous nous promettons de bons résultats en fin d'année. Partenaire de l'école ivoirienne, l'UNICEF s'engage à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien. Pour la représentante adjointe de l'institution, l'éducation est la base de tout développement. À la communauté éducative, aux enseignants, aux parents d'élèves et élèves, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle assure qu'elle veillera à ce que l'année scolaire soit une réussite. Elle met cependant en garde les enseignants véreux quant à la vente des kits et manuels scolaires entièrement gratuits. Je voudrais faire maintenant une mise au point qui peut paraître superflue, mais qui vaut son pesant d'or. Les kits qui vous seront distribués sont totalement gratuits, car c'est la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à l'éducation de vos enfants. Que dis-je, de nos enfants. Ne vous laissez pas gruger par ceux qui voudront vous vendre ces kits. Mieux, je vous demande de signaler ces faussaires à nos services compétents afin qu'ils soient châtiés en conséquence. Toutes les écoles primaires et les 2 établissements du secondaire de Bingerville ont reçu 19 500 kits et manuels scolaires, 300 tables bancs, des ordinateurs, des équipements de bureau, du matériel de sport, entre autres, d'une valeur de 42 millions de francs CFA. Les 41 directions régionales bénéficieront également de cette opération. Au Sénégal, le gouvernement veut réduire l'affectation des étudiants dans les établissements privés. De nouvelles mesures ont donc été prises pour faciliter l'insertion de nouveaux bacheliers via la plateforme d'inscription en ligne. Campusen met fin à l'envoi massif des étudiants dans les établissements privés. Et cette année, 52 000 nouveaux bacheliers devraient être orientés sur les 57 130 de la session 2019. C'est un reportage de nos confrères Africa 24. Au Sénégal, l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 seront orientés vers les établissements publics de l'enseignement supérieur selon le ministre de tutelle, Cheikh Omar Anne. Sur les 57 130 bacheliers, 52 200 sont déjà orientés via la plateforme Campusen. Ceci met fin à l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements privés. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement du Sénégal réaffirme sa volonté et son engagement à accompagner tout nouveau bachelier qui le souhaite à poursuivre sa formation dans le supérieur
Pour recevoir ces futurs étudiants, l'État s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais certaines actions, comme par exemple achever l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités, terminer la construction et l'équipement de 100 laboratoires scientifiques et réceptionner 7 espaces numériques ouverts. Le recrutement de 200 enseignants est aussi envisagé. Quand ils décident de revenir à la base, de revenir à la réalité première qui est qu'on maintienne, qu'on admette les étudiants dans le public, c'est salutaire, mais ce n'est pas pour le moment possible dans la mesure où les capacités d'accueil ne le permettent pas, mais en plus, l'état dans lequel se trouvent les universités publiques, je pense que tout le monde sait que les conditions d'un autre surpeuplement, eh bien, ce serait tout simplement une situation qu'on va aggraver davantage alors que c'est déjà suffisamment grave. Cette nouvelle mesure met fin à la coopération entre l'État du Sénégal et les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers accueillaient jusque-là les nouveaux bacheliers et ce depuis 2013, soit une manne financière d'environ 44 milliards de francs CFA. Au Tchad, la situation devient chaotique en ce début des rentrées de classe avec la décision du gouvernement de faire fermer jusqu'à 167 établissements scolaires pour non-respect des normes en vigueur. Selon les autorités, ces établissements ne respectent pas critères requis en matière de contenu de programme scolaire ou encore de dimensionnement des salles de classe. Un préjudice sérieux pour certains parents d'élèves qui avaient déjà procédé aux inscriptions dans les établissements concernés. Les précisions de nos confrères Africa 24. Au Tchad, 167 établissements d'enseignement privé ont été fermés par le gouvernement pour non-respect des normes scolaires. Une décision qui fait suite au rapport de la mission de contrôle et de recensement du ministère de l'Éducation nationale. Mais la fermeture de ces écoles, à quelques jours de la rentrée scolaire, inquiète les parents d'élèves. Déjà là, les gens ont commencé les inscriptions. Mais le gouvernement nous fait savoir, comprendre qu'il y a des écoles qui sont fermées. Il faut nous le dire à temps pour qu'on sache que voilà, telle école ne répond plus aux critères de l'enseignement pour nous permettre aujourd'hui de se situer. Selon la mission de contrôle, ces écoles fermées n'ont pas respecté les critères des plans cadastraux, les dimensions des salles de classe, les contenus des programmes d'enseignement et les manuels scolaires. Une situation qui pousse de milliers d'élèves à frapper à la porte des nouveaux établissements qui sont déjà presque saturés. Je dois vous avouer que c'est depuis début juillet que nous préparons la nouvelle rentrée. On est passé par les tests de recrutement des enseignants, tests de recrutement des élèves, organisation sur le plan pédagogique de la rentrée. Bref, nous avions tout apprêté. Les établissements victimes de la décision du gouvernement ont entamé des démarches administratives auprès de la direction nationale en charge de l'enseignement privé et espèrent avoir des dérogations pour l'année en cours. Au titre de nos émissions maison, nous vous proposons l'émission Parcours d'un modèle de réussite présentée par Chérita Johanna. C'est parti. Alors, j'ai suivi votre portrait comme les autres téléspectateurs aussi. Et j'aimerais savoir, pour un jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, déjà, l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une grande décision. C'est une très grande décision et c'est déjà encouragé. Donc, tout jeune qui a déjà cette idée est à féliciter dans un premier temps. Ensuite, il faut d'abord passer ensuite au cap de réalisation concrète, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser intimider. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de start-up, mais en fait, une personne qui a une idée, c'est quelqu'un qui est PDG demain. Donc pour moi, il faut vraiment passer au cap de réalisation, de concrétisation de cette idée-là. Ne pas se laisser freiner par tout ce qui est aléa, mais vraiment se lancer comme il se doit. Voilà. Alors, nous avons parlé d'entrepreneuriat, c'est vrai que vous êtes entrepreneur, mais pour un jeune qui ne veut pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui veut bien gagner sa vie, quels conseils vous pouvez lui donner? Alors, tout est possible, comme on l'a dit, tous les moyens sont bons pour avoir un peu de sous. Une personne qui veut se lancer, qui ne veut pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veut gagner sa vie, il faut trouver une idée, déjà ça, parce que gagner sa vie, c'est une activité derrière. Et il y a plusieurs activités possibles aujourd'hui qu'il y a en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est le pilier pratiquement de l'Afrique occidentale. Et tous les pays occidentaux de la sous-région prennent exemple sur la Côte d'Ivoire.
Donc il y a plusieurs activités possibles. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a, on va dire, qui n'a pas de diplôme, qui n'a absolument rien, eh bien, on voit pas mal de métiers informels qui existent, gestion des cabines et tout ça. C'est vraiment, l'idée derrière, c'est de faire comprendre que tout est possible. Tout est possible, mais il ne faut jamais se laisser intimider, se laisser freiner. Il faut se lancer, mais vraiment à fond. Parce que on est sûr, moi je suis persuadé en tout cas, que toute personne qui entreprend quelque chose et qui y croit vraiment peut y arriver. Quoi qu'il en soit, même si ça n'est pas à la hauteur de ses attentes, elle pourra avoir quelque chose qui pourrait récompenser son effort. Donc l'effort est forcément récompensé à un moment donné. Voilà. Alors, très bon conseil, j'espère que vous avez bien compris comme moi. Mais je suis vraiment désolée pour vous, mais l'émission est terminée pour aujourd'hui. Nous allons dire au revoir à Monsieur Bosson Eugène qui nous a reçus aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est le directeur de Digimix. Alors, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, YouTube et aussi sur notre site internet, je vous rappelle, www.2oftv.com. Au revoir. Un appel à projet a été lancé par l'Agence française de coopération internationale dans le but de soutenir la promotion de l'agriculture résiliente dans le Sahel. 35 millions d'euros, c'est la valeur de cette initiative que fera la promotion des organismes actifs dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest, en maritime et au Tchad. Selon l'agence française, il devient impératif d'assurer la sécurité alimentaire de ces régions dans lesquelles la population devrait certainement doubler d'ici à 2030. Les candidats intéressés à postuler de cet appel à projet ont jusqu'au 17 octobre pour soumettre leur initiative afin de bénéficier donc d'un financement qui se situe entre 100 000 euros et 230 000 euros en fonction des qualifications. La 20e édition annuelle des secrétaires généraux des institutions financières internationales s'est ouverte ce mercredi 11 septembre au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan en Côte d'Ivoire pour prendre fin ce vendredi 13 septembre 2019. L'objectif de cette rencontre est de renforcer l'efficacité du Conseil des IFI dans le but de créer une synergie d'action de sorte à répondre efficacement aux défis de l'économie mondiale. Plusieurs structures financières internationales, au nombre desquelles la BAD, la Banque européenne d'investissement et les institutions de Bretton Woods, sont représentées dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre de ces échanges. Le bout du tunnel n'est pas pour demain pour les Tunusiens en situation de chômage. 8 ans après la révolution en 2011, la crise sociale demeure persistante. Les entreprises ferment à tout bras. Les chiffres du chômage stagnent toujours à 15% avec une légère amélioration sur la période 2018-2019. Plus de précisions dans ce reportage. À Bir Ali Ben Khalifa, une ville à quelques kilomètres de Sfax, le centre économique du pays, les habitants attendent toujours le changement. La jeunesse fuit à cause du manque de travail, souvent clandestinement. Maktouf, travailleur journalier, a perdu l'un de ses fils il y a 2 ans dans le naufrage d'un bateau clandestin qui partait pour l'Europe. Mon fils a fait une formation. Il a travaillé comme plombier, comme réparateur de climatiseurs, réparateur de frigo. Mais au final, le travail se faisait toujours rare. Et en plus, on le payait mal ou pas du tout. Dans les cafés de la ville, les diplômés chômeurs rongent leurs freins. Certains sont sans travail depuis la révolution de 2011. Sur 600 000 chômeurs en Tunisie, plus de 200 000 ont fait des études, comme Ramzi pour être professeur en philosophie, mais il n'a jamais enseigné. La corruption s'est beaucoup développée depuis la révolution. Et on n'a rien sans donner quelque chose. C'est pour cela que l'espoir des jeunes s'est terni depuis la Révolution. Dans la capitale aussi, des travailleurs plus âgés souffrent de la crise. Entre 2011 et 2015, plus de 1500 entreprises industrielles ont fermé leurs portes. Les employés de cette société spécialisée dans la fabrication de couches sont au chômage technique depuis 3 mois. Leur patron s'est volatilisé sans explication. S'ils avaient voté lors des élections de 2014, aujourd'hui la politique n'est plus une priorité.
vous vous trouvez sans salaire, sans aucune visibilité, sans rien. Je vois que la politique, c'est votre dernier souci. 8 ans après la Révolution, l'enjeu des élections est plus que jamais économique et social, selon ce professeur en économie. Si on ne résout pas la crise du chômage, tôt ou tard, nous aurons une explosion sociale. Il faut réinvestir dans tout ce qui est infrastructure. Regardez les coupures d'eau qui viennent de se passer récemment, les coupures d'électricité, les infrastructures. Pourquoi ça arrive? Parce que l'investissement public est mort. L'État n'investit plus. Avec un chômage qui stagne à 15,3% et plus de 9000 mouvements sociaux en 2018, les candidats et les partis sont attendus au tournant. Ouverture aux USA de plusieurs enquêtes sur le géant américain de la recherche en ligne Google. Le groupe fondé par Larry Page et Sergey Brin est accusé de pratiques anticoncurrentielles en s'appropriant de façon illégale les informations en ligne à l'origine de ces plaintes. Plusieurs États américains. Explication dans cet élément. De Google, ses procureurs généraux ont décidé d'unir leurs forces. Google monitors our online behavior. Google surveille notre comportement en ligne et capture les données de chacun d'entre nous lorsque nous naviguons sur Internet. Cette enquête portera sur la capture de ces informations et sur la question de savoir si Google s'est intégré à tous les niveaux du marché de la publicité en ligne pour monopoliser ce secteur. Cette enquête bipartisane rassemble la quasi-totalité des États américains, à l'exception de la Californie où siège Google et de l'Alabama. Respect de la vie privée et des règles de libre concurrence, le doute plane autour des pratiques du géant du net. Google est régulièrement accusé d'imposer des clauses restrictives dans ses contrats avec des sites concurrents. Des analyses révèlent qu'un nombre écrasant de réponses aux recherches mènent à des sociétés liées à Google ou à des annonceurs qui paient pour cet emplacement. Nous nous soucions des entreprises, en particulier les petites entreprises, qui pourraient être mises de côté. Google domine le secteur de la publicité en ligne aux États-Unis. Ses revenus s'élèvent à plus de 48 milliards de dollars, soit 37% des parts de marché. Juste derrière, Facebook avec 22% des parts de marché. Vendredi, le géant des réseaux sociaux a fait l'objet d'une investigation de 8 États et territoires américains pour monopole et position dominante sur cette industrie. Dans le cadre de notre micro-trottoir, la formation professionnelle est la question du jour. Plusieurs questions ont été posées aux Abidjanais. Reportage de Cédric Boga et Loïc. La formation professionnelle, selon moi, c'est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir une formation, une bonne formation, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Voilà, c'est ce que je peux dire. Pour moi, la formation professionnelle, c'est un processus qui sert à une tierce personne de rentrer facilement en entreprise. Voilà. Afin de mieux saisir la portée de cette notion, nous vous présentons une petite capsule explicative. La formation professionnelle est définie comme étant une formation permettant à un individu d'acquérir les connaissances spécifiques et le savoir-faire dont il a besoin pour exercer un métier. Elle est traditionnellement associée à l'apprentissage d'un métier basé sur la pratique et la maîtrise de la technique plutôt que sur la théorie et l'abstraction conceptuelle. La formation professionnelle peut donc s'adresser à un adolescent désireux de s'orienter vers un métier bien défini. Il s'agit d'une formation professionnelle qui se fait au sein des lycées professionnels ou lycées techniques ou encore de centres de formation d'apprentis. Les élèves reçoivent en alternance des enseignements généraux et des enseignements technologiques ou professionnels relatifs au métier choisi. La formation professionnelle peut s'adresser également à un adulte qui souhaite approfondir ses connaissances, ses compétences ou ses aptitudes professionnelles, dans le but d'élever sa qualification et d'évoluer dans sa carrière ou de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Pour résumer, la formation professionnelle peut être distinguée en deux catégories. La formation professionnelle initiale qui englobe entre autres l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur et l'apprentissage concerne les jeunes gens sous statut scolaire, les universitaires inscrits à un enseignement supérieur professionnalisant et les apprentis. La formation professionnelle continue, quant à elle,
qui concerne aussi bien les salariés que les demandeurs d'emploi. Ainsi, ces modalités d'accès varient selon le statut du demandeur. En effet, elle peut être décidée par l'employeur lorsqu'il souhaite maintenir les compétences ou à l'initiative d'un salarié, boosté par l'envie d'approfondir ses connaissances ou d'évoluer dans sa carrière et acquérir de nouvelles responsabilités. Nombreux sont les salariés qui optent pour une formation professionnelle continue en vue de se perfectionner et de se donner de nouveaux objectifs à atteindre. L'acquisition d'un diplôme est le but d'un cursus de longue durée de la formation initiale, alors que la formation continue favorise l'acquisition de connaissances pour parfaire une connaissance ou dans le but de réaliser une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Dans les deux cas de figure, l'on se forme au final pour acquérir de nouveaux diplômes et qualifications. Partons maintenant à la découverte d'une activité bien connue des populations à Abidjan, la vente de paires de chaussures de second choix. Ils sont nombreux, ces jeunes entrepreneurs, à exercer cette activité. Comment fonctionne-t-elle? On regarde. Au cœur de la capitale économique ivoirienne, le marché de Bracody à Adjamé. La spécialité de cet espace commercial, la vente de chaussures d'occasion ou de seconde main, communément appelée broad. La plupart des commerçants qui y exercent proviennent des pays de la sous-région ouest africaine, en particulier du Ghana et du Nigeria, d'où ils s'approvisionnent généralement en marchandises importées d'Europe pour inonder le marché ivoirien. Sur place, nous avons pu échanger avec certains d'entre eux, qui sont le plus souvent employés avec un mode de rémunération quotidien. Beaucoup sont là de façon très temporaire, certains pour 3 mois, d'autres pour une période un peu plus longue, le but étant de s'occuper utilement en parvenant à subvenir à ses besoins et dans certains cas à mobiliser une épargne à projet. C'est grâce à ça que à Abidjan ici, on peut vendre 50 chaussures par jour, il faut aussi 100, si le marché ça marche, on peut vendre 150. Souvent même 200 paires par jour. Ce qui fonde le succès de ce marché, c'est sans doute la diversité et l'originalité des marchandises que l'on y trouve. Mais surtout, le caractère abordable des prix, globalement accessible pour tout type de clientèle. Certains clients viennent faire des achats au détail, bien sûr, au rythme de leurs besoins, quand d'autres s'y déportent pour se ravitailler pour leur commerce de quartier. Cela me fait maintenant 4 ans que je vais faire mes achats au marché Bracody. En quelque sorte, je suis un revendeur et en même temps un vendeur dans le couloir de Agamé Bracody. Les prix des Bracody sont vraiment abordables et ça nous permet de pouvoir revendre aussi et puis gagner aussi quelque chose pour pouvoir nous-mêmes prendre soin de nous. Bien que les chaussures n'arrivent pas toujours dans un état très appréciable, les commerçants se procurent les services de laveurs professionnels qui donnent une attractivité remarquable à ces marchandises. La réputation du marché de Bracody attire chaque jour des milliers de clients qui affluent de toutes les communes d'Abidjan, ce qui constitue pour les commerçants un potentiel clientèle assez intéressant qui se matérialise dans les bénéfices. Ça fait maintenant 4 ans que je connais le marché de Bracody. Je suis venue par rapport à la rentrée pour acheter les chaussures de ma fille. Donc, les prix sont abordables ici. Contrairement à le pays Liberté. Voilà. Ici, les chaussures sont moins chères, contrairement aux autres coins. Par jour, 100 paires par jour. Environ. Voilà. Environ. À l'instar de plusieurs autres marchés à forte fréquentation à Abidjan, celui de Bracody est une zone d'activité économique intense qui, en lui seul, permet à des centaines de commerçants de créer de la richesse dans une économie essentiellement dominée par l'informel. Fixation maintenant sur le taux de change du franc CFA Afrique de l'Ouest. Chaque jour peut paraître à nos yeux comme un nouveau défi qui s'impose. Mais le plus grand à relever demeure celui d'actionner ou de conserver sa joie de vivre. Au revoir et à bientôt pour un autre journal.